Alors dans ce chapitre, on va essayer de valider les informations. Pour l'instant, le problème c'est que n'importe qui peut rentrer n'importe quoi et on accepte un petit peu tout. Nous, avant d'insérer les paramètres, soit dans la méthode create, soit dans la méthode update, on a envie quand même de s'assurer que les informations sont correctes. Donc on va avoir besoin de créer un validator. Alors ce validateur, j'ai cherché un petit peu ce qui était disponible sur Packagist. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui convenait par rapport à l'idée que je m'en faisais. Et du coup, je me suis dit, on va créer les choses soi-même. C'est l'occasion aussi d'apprendre aujourd'hui. Alors pour ce validateur, on va réfléchir un petit peu comment on va le concevoir et dans quelle direction on va aller avant de nous lancer. Mon idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne comme ça. Je crée un validator. Donc j'utiliserai une classe que j'appellerai validator, peu importe. Et au niveau de ce validator, je me dis, je lui passerai bien les paramètres qui ont été postés. Après, je rajouterai des règles de validation à appliquer. Par exemple, je vais lui dire, je veux que le champ name et le champ contenu soient nécessaires. Donc on mettrait required. Je veux par exemple que le champ slug, ça soit un slug. Donc ici, je mettrai slug. Je voudrais que le champ created at, qui pour l'instant n'existe pas, on est d'accord, mais ça soit un datetime. J'aimerais bien que le titre ait une taille minimum, donc on mettrait min length, de 8 caractères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je m'imagine avoir toute une série de règles, et une fois que j'ai fini, je ferai un validator, et je lui demanderai, est-ce que c'est valide? Donc on aurait peut-être une méthode isValid, et on aurait aussi une méthode getErrors, qui nous renverrait les erreurs de validation. Donc voilà comment c'est censé fonctionner. Donc ce validator, on va directement le placer dans notre dossier framework, et on va l'appeler validator.php. Ensuite, je vais donc créer mon namespace. Alors, je vais me situer dans le namespace framework et je vais créer ma classe validator. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'on fait? On écrit les tests. Donc, je vais créer dans le dossier framework au niveau des tests un validatortest.php. Je vais mettre les deux côte à côte histoire de pouvoir avancer sur les deux en simultané. Au niveau de ma partie test, je crée, c'est toujours dans le namespace framework de test, et on crée la classe validatorTest qu'on fait extend de testCase. À l'intérieur, je vais créer ma première fonction et on va s'imaginer tester le require. Donc on va l'appeler testRequired. Globalement, je crée un nouveau validator. Donc en faisant validator égale new validator, je vais lui passer en paramètre, alors c'est pas validatorTest mais c'est validator, un tableau qui va contenir plusieurs champs. On va mettre le name et on va mettre Joe. Ensuite, je vais récupérer les erreurs. Donc, on aura par exemple une méthode getErrors, comme ceci. Donc là, si on veut l'appeler comme ça à la volée, il faut faire ça. Voilà. Et on récupérera du coup non pas le validateur, mais les erreurs. Et avant d'appeler getErrors, on s'imagine appeler la méthode required. Et on va lui dire, je m'attends à ce que le champ nom et le champ contenu soient valides. Si vous avez suivi, combien d'erreurs je suis censé obtenir? Je suis censé en obtenir 2. Donc je vais mettre un this assertCount et je m'attends à avoir 2 erreurs. Voilà ma première règle de validation. Et ça me semble bon. Il me souligne des choses parce que forcément, ces méthodes-là n'existent pas. Si j'essaie de lancer mes tests, j'ai changé légèrement les couleurs pour que ça apparaisse bien en rouge ce coup-ci, mais vous voyez qu'il me sort bien mes petites erreurs. Donc maintenant, je vais avoir besoin de créer le code qui va permettre de faire fonctionner les choses. Donc on va d'abord avoir un constructeur qui va s'appeler __construct qui va prendre un tableau. Donc là, ça sera un tableau de paramètres. Ensuite, je vais initialiser cette propriété. Donc je vais faire thisParams égale params. Et je vais la définir en propriété privée parce que je ne vais pas en avoir besoin en dehors. Et ça sera un tableau. Ensuite, je vais avoir besoin de créer ma méthode required. Donc c'est une fonction qui va s'appeler required qui va prendre plusieurs paramètres qui seront des chaînes de caractères. Donc on peut faire ça. Donc keys, ça sera du coup un tableau qui contiendra les différentes clés, name puis content. Ce que je vais faire, c'est vérifier est-ce que j'ai bien une valeur qui correspond à la clé dans mon tableau de paramètres. Donc ici, on va mettre for each, je parcours chacune des clés, keys as $key. Je vais vérifier est-ce que j'ai effectivement dans mon tableau de paramètres la clé, un index qui correspond à la clé, donc je peux utiliser la fonction arrayKeyExist. La clé c'est key, et c'est dans le tableau thisParams. Si je n'ai pas cette clé-là, donc if différent de arrayKeyExist, dans ce cas-là, j'ai une erreur. Donc pour stocker les erreurs, je vais créer une nouvelle propriété privée qui va s'appeler errors, qui sera du coup par défaut un tableau vide. Et là, je vais mettre que c'est un tableau.
Et ça sera même un tableau de chaîne de caractères. Donc on mettra string entre crochets, histoire de bien typer les choses. Donc ici, je vais lui dire, on a eu une erreur, donc tu vas stocker l'erreur qui correspondra à la clé. Donc je ferai this errors. Pour cette clé en question, j'ai une erreur où ce champ doit être disponible. Donc on va mettre le champ, suivi du nom du champ, donc on va peut-être utiliser les doubles quotes. Hop. Le champ $key est vide. Donc cette méthode required fonctionne, et si je veux pouvoir enchaîner les méthodes, il faut qu'à la fin, elle retourne l'objet. Donc je fais un return de this. Et je profite du typage pour lui dire ça retourne l'instance qui est actuellement sur laquelle j'ai appelé la méthode required. De la même manière, j'ai besoin maintenant de récupérer les erreurs. Donc je vais avoir une méthode getErrors, et cette méthode va me retourner un tableau qui contiendra la liste des erreurs. Donc je fais simplement ici un return this errors. C'est plutôt simple. Si j'essaie de relancer mes tests unitaires, je vois que j'ai un petit problème. Je m'attendais à avoir 2 et j'ai eu 1. Oui, effectivement, je ne m'attendais pas à avoir 2, je m'attendais à avoir qu'une seule erreur, parce qu'il n'y a que content qui n'est pas défini. Là, c'est carrément mes tests que j'ai mal écrits. Mais là, si je réactualise, je vois bien que mes tests fonctionnent correctement. Alors, un petit problème, c'est qu'on peut se dire, demain, si j'ai besoin de traduire mon site, je vais être gêné par cette manière d'écrire les choses. Donc pour l'instant, c'est pas trop gênant parce que mon site n'est qu'en français, mais ça peut devenir un problème à la longue. Alors une solution, c'est de se dire, là, je vais plutôt créer une méthode pour ajouter l'erreur. Donc je vais faire un public, plutôt privé, parce qu'elle ne devra pas être appelée depuis l'extérieur. Alors je mets toujours les publics en premier et les privés en dernier. Et on va l'appeler addError. On va lui passer en paramètre une chaîne de caractères qui sera la clé, une autre chaîne de caractères qui sera la règle qui a posé problème, et c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Du coup, ici, je ferai un this errors et je rajoute pour la clé ma phrase en fonction de la règle. Ou je peux carrément me dire, je vais me créer une classe pour représenter une erreur de validation. L'avantage d'avoir un objet pour représenter une erreur, c'est que demain, je pourrais passer cet objet à un système de traduction qui le traduirait. Je vais donc devoir créer ce nouvel objet-là. Donc on va aller dans la partie framework et on va créer un nouveau dossier validator. Et dedans, on va mettre validation error.php. Je me situe du coup dans le namespace framework et on va créer un nouveau namespace validator. Donc ça va être une classe qui va être extrêmement simple. Globalement, au niveau de son constructeur, on va se contenter de lui passer la clé et la règle. Et ensuite, ça initialisera ces deux champs. Et ces deux champs, alors la règle, la clé, c'est forcément une chaîne de caractères, et la règle, ça sera une chaîne de caractères. Du coup, au niveau de mon validator, plutôt que de retourner une simple chaîne de caractères à cet endroit-là, je vais lui dire, il faut que tu rajoutes une erreur pour cette clé-là. C'est this addError, je lui passe la clé, je lui passe la règle, donc ça sera required, et ensuite, ça va créer une nouvelle validation error. Ici, ça sera new validation error, on lui passe la clé, et on lui passe la règle. Je peux rajouter une condition ici, je peux lui dire, je m'attends à ce que la première erreur, ça sera du coup ici la clé content, parce que c'est effectivement le champ qui manque, et je m'attends à obtenir une chaîne de caractères où je dirai le champ content est requis. Bon, c'est pas terrible comme phrase. Et dans ce cas-là, ce n'est plus un assert count, mais un assert equals. Si j'essaie de relancer le test, il va me dire, mais il y a un problème. Moi, tu me passes à gauche un type chaîne de caractères, et l'erreur ici, moi, c'est un objet. Donc j'ai un problème. Donc on pourrait s'imaginer typecaster et lui dire, je veux convertir cet objet sous forme de chaîne de caractères. Ça sera utile pour nos vues. Mais ça pose toujours problème parce qu'il me dit, ton objet validation error, je ne sais pas comment le traduire en chaîne de caractères. Donc ce qu'on pourrait se faire, et ça va correspondre vraiment à notre projet, c'est lui dire, on va avoir un système pour convertir automatiquement les erreurs de validation, cet objet-là, sous forme de chaîne de caractères, pour les utiliser facilement. Je pourrais utiliser ces objets et les passer dans d'autres choses, mais pour l'instant, je ne veux pas non plus handicaper trop mon projet actuellement. Donc on va imaginer que ça renvoie simplement une chaîne de caractères qui est le message en français concernant l'erreur. Donc je pourrais par exemple le faire une propriété privée qui serait les textes, ou les messages, Ça prendrait en paramètre le nom de la règle, required, et en second paramètre le message. Donc là, ça serait le champ, suivi du nom du champ, et requis.
Ensuite, au niveau de la méthode toString, je retourne une chaîne de caractères en prenant le message qui correspond à la clé. Et pour remplacer le pourcentage S par le nom de la clé, je fais un sprintf. Donc là, c'est sprintf. Le format, c'est message et c'est plutôt la règle que je vais utiliser. Donc ici, ça sera this rule. Ici, ça sera this message. Et ensuite, je lui passe juste une seule information qui est la clé, this key. Et ça, c'est censé me retourner le bon message. Si je relance un coup de PHP Unit, je vois que ça fonctionne correctement. Personnellement, je trouve que c'est un bon compromis. On crée des objets qui pourraient être utilisés plus tard pour faire de la traduction. Et on pourrait dire, bon, ben, la règle required, ça dira this field is required. Et là, j'ai quand même un système qui peut être utilisé tel quel et qui m'affiche les messages en français. Voilà, c'est un bon système selon moi. Et du coup, on va garder ça. Donc là, j'ai maintenant mon système qui permet de vérifier si tout fonctionne correctement. Je vais peut-être rajouter un test pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc là, on va mettre if fail. Et on va faire la même chose si ça marche. Donc, public function test required if success. On lui demande d'avoir le nom et le contenu. Je fais mon required, je fais mon getErrors et je m'attends à n'avoir aucune erreur. Et je n'ai pas du coup d'objet erreur à cet endroit-là. Bon, la partie où je teste vraiment que ça donne une chaîne de caractères, c'est pas pertinent, donc je la retire de mes tests. Si je fais un coup de PHP Unit, ça fonctionne, même dans le cas d'un succès. Impeccable. Peut-être un petit problème, c'est qu'on peut se dire, ça c'est quand même long à écrire. Du coup, je vais me créer une petite méthode privée que je vais appeler makeValidator, qui prendra en paramètre un tableau de paramètres et qui se contentera de faire un return new validator et qui prendra les paramètres. Comme ça, dès que j'en ai besoin, plutôt que de faire ça, je peux lui dire this makeValidator et je lui passe les différents paramètres. Je fais ça parce que si plus tard j'ai besoin de changer un peu le constructeur de mon validateur, je ne sais pas pourquoi mais je pourrais en avoir besoin, ça me semble plus simple de devoir le changer qu'à un seul endroit plutôt que de le changer partout. Donc là je lui passe un name, un contenu et ça doit me donner juste. On a du coup maintenant notre système de test pour le required, on va pouvoir en créer pour les différentes choses. Donc je vais avoir un test pour le slug, test slug success. Donc globalement je récupère les erreurs, je fais exactement la même chose que ça, et on va s'imaginer lui passer une clé slug, et dans cette clé là on mettra quelque chose qui est un slug, comme ceci. Avec des lettres et des chiffres, pas de majuscules, tout en minuscules. Je lui demande que ça soit un slug, je lui passe en paramètre le slug, hop, et c'est censé me donner aucune erreur. Donc je fais un this assert count, et je m'attends à obtenir 0 erreur dans mon tableau d'erreur. De la même manière, hop, je vais créer un nouveau tableau, on va l'appeler test slug error, et je vais lui passer plusieurs slugs. Donc on va lui passer d'abord un premier slug où on aura une majuscule, un second slug où on aura des underscores, hop. Donc on va l'appeler slug 2, et un slug 3 un petit peu plus vicieux où on lui passe 2 tirets à cet endroit-là. Pareil, c'est pas censé être possible. Et tout le reste doit être valide, comme ceci. Ensuite, je lui demande de valider le slug 1, je veux le slug 2 qui soit aussi un slug, et le slug 3 qui soit un slug. Lorsque je compte mon tableau d'erreurs, je dois obtenir 3 erreurs. Je lance mes tests qui échouent forcément et je vais maintenant créer la méthode slug. Donc au niveau de mon système, je vais créer une nouvelle méthode publique pour valider les slugs. Et avant, je vais documenter mes précédentes méthodes. Donc là, c'est vérifie que les champs sont présents dans le tableau. Le getError, ça récupère les erreurs tout simplement. Et je peux préciser que ça retourne non pas un tableau juste basique, mais un tableau de validation error. Le addError, ça permet d'ajouter une erreur. Ajoute une erreur. Il n'y a pas vraiment besoin de le documenter pour le coup. Et je vais préciser que ça ne retourne rien. Voilà, impeccable. Donc on est parti. Je vais créer ma nouvelle méthode publique qui va s'appeler slug, qui prendra en paramètre la clé que je dois vérifier. Ça retournera self, histoire de pouvoir enchaîner les différentes méthodes. Donc ça vérifie que l'élément est un slug.
Je vais du coup avoir besoin d'écrire une expression régulière, donc je vais créer une variable pattern qui sera une expression régulière. Donc ça doit commencer et contenir que des lettres en minuscules, des chiffres, ça peut contenir, et un tiret. C'est une approche plutôt naïve pour l'instant, qui ne fonctionnera pas, on verra pourquoi, et ça doit être bon. Ensuite, je vérifie si ça ne matche pas, donc preg match le pattern par rapport à la valeur, donc la valeur, ça sera vis params et je récupère la clé. Et dans ce cas-là, je rajoute une erreur. Donc vis add error, la clé, et la règle c'est le slug. Ensuite, je retourne vis à la fin. J'essaie de réactualiser et je tombe sur une petite erreur. Je m'attendais à avoir un tableau de taille 3 et j'ai eu un tableau de taille 0. Mon expression régulière n'est donc pas bonne, effectivement, j'oublie le end à la fin ici. Je réactualise et j'ai un tableau de taille 2 au lieu d'avoir un tableau de taille 3. Ça veut dire que une des règles ne fonctionne pas. Celle qui ne fonctionne pas, c'est celle-ci. Effectivement, elle est toujours valide par rapport à ma règle. Du coup, il faut que je la réfléchisse autrement. En fait, mon slug, ça doit être des caractères alphanumériques, répétés une fois ou plus, suivi ensuite d'un tiret, qui lui n'est pas forcément nécessaire. Et toute cette chaîne-là est répétée plusieurs fois. Je relance un coup de PHP Unit, et cette fois-ci ça fonctionne. Donc j'ai maintenant géré ce nouveau cas. Si jamais demain je découvre qu'il y a des cas qui ne sont pas gérés, je les rajoute à cette partie validation et ça me permet de tester les choses. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je m'attends à avoir un slug 4 ? Techniquement, le slug 4 n'existe pas. Du coup, ça va me poser une erreur parce qu'au moment où je vais essayer d'obtenir le paramètre, ici, il va me dire la clé n'existe pas. C'est ce qui me renvoie ici. Donc, comment je gère ce cas-là ? Personnellement, je me dis, si la clé n'existe pas, c'est pas grave. Cette règle de validation ne doit pas s'activer. Parce que la partie où le truc n'existe pas doit être gérée par la règle qui est un petit peu plus haut, qui est la règle required. Donc la partie slug, elle devrait continuer à renvoyer true. Du coup, il faut que je corrige ce cas-là, parce que c'est vrai que si ça n'existe pas, ça pose des problèmes. Donc je vais me créer une méthode qui permet de récupérer une valeur. Donc on va créer une méthode privée, tout en bas, private, function, getValue. Cette méthode prendra en paramètre la clé. Ensuite, ça retournera du coup la valeur qui peut être n'importe quoi. Ça sera du mixte, donc on va rien mettre pour l'instant. Au niveau de cette value, je vais vérifier est-ce que la clé existe. If array underscore key underscore exist. Si la clé existe dans mon tableau visparams, dans ce cas-là, je return visparams et je prends la clé. Dans le cas contraire, je me contente de retourner nul. Maintenant, au niveau de ma règle de validation, on va lui dire que une valeur nulle est autorisée. Donc on commencera par récupérer la valeur. Donc ça sera vis getValue par rapport à la clé. Et si isNull value, dans ce cas-là, je ne fais rien. Et je me contente simplement de retourner les choses. Donc je return vis directement. Et j'écris n'importe quoi. J'ai oublié une parenthèse ici. Ou même, on peut simplifier les choses en mettant ici, value. Et au tout début, il faut que ça soit différent de isNull. Si c'est pas nul et que ça ne preg-match pas, dans ce cas-là, effectivement, on rajoute une erreur. Maintenant, si je relance mes tests, il passe au vert. Donc ça peut sembler un petit peu bizarre, mais comme je vous l'ai dit, si on veut vérifier que le slug existe, il faudrait mettre en plus un required. Donc on mettrait required slug 4. Et dans ce cas-là, effectivement, on va se retrouver non plus avec 3 erreurs, mais bien 4 erreurs. Si je fais un test, ça me donnera bien 4 n'est pas égal à 3. Voilà. Donc c'est comme ça que j'imagine que ça fonctionne. Tous mes différents tests n'auront pas à vérifier que la valeur existe. Donc de la même manière en haut, le required, je peux aussi le simplifier. Je récupère la valeur. Donc ça sera la clé. Ici plutôt. Je récupère la valeur en fonction de la clé. Et lui dire si c'est nul, dans ce cas-là tu renvoies une erreur. If is nul, de la valeur, tu renvoies une erreur. J'insiste vraiment sur ce isNull plutôt que de mettre simplement un value, parce que le isNull permet vraiment de tester le typage. Si je fais un essai, par exemple tout en haut, ça peut être un test qui est intéressant à rajouter. Si je mets un contenu vide, ça ne doit pas bloquer le test, ça continue à fonctionner. Donc j'estime qu'un contenu vide est accepté.
je pourrais rajouter une règle supplémentaire, par exemple not empty, pour dire il ne faut pas que ça soit vide. C'est quelque chose que je peux faire, hein. Mais on va d'ailleurs le faire tout en haut. Hop. Public function test not empty. Je lui passe un nom qui sera Joe et je lui passe un contenu qui sera vide. Contenu qui sera vide. Je m'attends à ce que ça soit not empty au niveau de content. J'obtiens une erreur à la fin. Cette méthode not empty doit exister. Donc je vais la créer juste après le required. On est parti. Public function not empty, qui prendra en paramètre une série de chaînes. Et je me dis, est-ce que ça peut être intéressant de faire cette signature en fait pour tout le monde? C'est-à-dire que tout le monde pourrait prendre plusieurs paramètres. Dans le cas du slug, ouais, bon, on va laisser ça pour l'instant. Ici, je fais la même chose, sauf que je rajoute une super autre condition. En plus de is nul, il faut que ça ne soit pas vide. Donc si c'est nul ou c'est empty, ma valeur, dans ce cas-là, je renvoie une erreur qui s'appelle empty, not empty, ou même juste empty. Au niveau de mon validation error, je vais avoir besoin de gérer les règles. Donc si on a un empty, le champ ne peut être vide. De la même manière, pour le cas où on a un slug, ici ça va être slug, on va mettre le champ, hop, n'est pas un slug valide. Je relance mes tests dans le cas de mon système d'erreur. Et dans le test not empty, je m'attendais à avoir 1 et j'ai eu 0. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. C'est que du coup, j'ai mal écrit ce code ici. Donc je réfléchis. Pour chaque clé, je récupère la valeur. Et c'est si c'est vide qu'il y a une erreur. Voilà. Je relance un coup de PHP unit et ça fonctionne correctement. C'est ce petit genre d'erreurs d'inattention qui peuvent être capturées grâce au test et qui nous évitent des gros mal de tête. Donc là, on va mettre vérifie que le code, que le champ n'est pas vide. On va en rajouter deux pour finir, une concernant la taille minimale, et on va plutôt même l'appeler length. Donc on va le mettre avant le slug, et on va même écrire les tests avant. Donc on est parti, hop, je crée mon nouveau test. Donc ça va être test length. Je vais imaginer ici avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9, ça sera pas mal. Hop, hop, hop. Et je m'attends à ce que la taille du champ slug soit compris entre 3 et l'infini. Pom, pom, pom. Si je regarde les erreurs, je ne dois en obtenir aucune. Et je vais me sauvegarder ce tableau hop, dans une variable, on va l'appeler params. Je vais écrire ça sur une seule ligne, hop, 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 pour gagner du temps, parce qu'on va écrire plein de tests en fait. Et là, je sauvegarde mon tableau de paramètres. Et je vais directement mettre ça, poum, poum, ici. Je m'attends à avoir aucune erreur dans ce cas-là. Je m'en attends à en avoir une si je lui demande d'avoir au minimum 12 caractères et on en a 9. Je m'attends à en avoir une si je lui demande d'avoir quelque chose entre 3 et 4 caractères parce que ce sera plus gros. Et je m'attends à en avoir 0 si je demande quelque chose entre 3 et 20 caractères. Et on peut s'imaginer aussi limité par le max. Je m'attends à en avoir 0 si j'ai demandé un max à 20 caractères. Et je vais avoir une erreur si je demande un max à 8 caractères. Maintenant, il faut faire passer tous ces tests au vert. J'essaie de relancer PHP unit, il va me dire que length il ne connaît pas, logique. Et on va créer la méthode. Donc on va la créer au-dessus, public, function, length. Cette fonction prendra en premier paramètre la clé, en second paramètre le minimum, donc ça sera min, et en second paramètre le maximum. Par contre, comme on l'a vu, ces deux variables peuvent ne pas être définies. Enfin, min est forcément défini, mais max peut être à nul. Et min aussi. Donc ici, je vais mettre un point d'interrogation. Et on va préciser que par défaut, max est un nul. Et ça retourne une instance de la classe courante. À l'intérieur, je récupère la valeur. Donc je fais un value égale this getValue de la clé. Et après, on est parti pour les règles de validation. Donc on va dire, si min est défini et n'est pas nul,
Parce qu'attention, si on met juste if min, ça va dire que 0 et ça va compter comme un false, alors que nous, on veut vraiment un booléen. Donc on va mettre si ce n'est pas nul et max n'est pas nul aussi. Dans ce cas-là, on va valider les deux choses. Et je vais aller à la ligne parce que ça va faire des conditions un peu longues. Donc si l'une n'est pas définie, et du coup il faut que la taille de la chaîne de caractères soit entre min et max, je vais mettre la taille en amont histoire de ne pas avoir à faire le calcul tout le temps, et je vais utiliser la fonction mbstring. Là ce qui m'intéresse c'est le nombre de caractères, encore une fois, et non pas vraiment la place en mémoire. Et je lui passe en paramètre la valeur. Si la taille est supérieure, si la taille est inférieure à min, ou que la taille est supérieure à max, dans ce cas-là, on a un problème. Et on ajoutera du coup une erreur en faisant un this, add error. La clé, c'est la clé. Et la règle, c'est between. Et pour le coup, je vais avoir besoin de lui passer les paramètres pour qu'il puisse me dire, par exemple dans la traduction, je m'attendais à avoir un truc entre 3 et 8 caractères. Donc là, je lui passe un tableau et je vais mettre 3 et je vais mettre min, puis max. Il faudra changer du coup la signature de la méthode add error. Ensuite, je return this. Histoire de ne pas aller plus loin, j'ai rencontré une erreur, on s'arrête là. On gère un autre cas. Si min n'est pas nul, dans ce cas-là, si la taille est inférieure à min, je vais lui dire qu'on a une erreur de validation, et là, ça sera min length, et là, on l'appellera between length. Je me dis, ça sera peut-être plus évocateur. Et je lui passe simplement min. Ensuite, je fais la même chose, mais avec max. Donc, si max n'est pas nul, dans ce cas-là, si la chaîne de caractères est supérieure à max, je vais lui renvoyer une erreur. Ça va être max length. Et je lui passe en paramètre max. D'ailleurs, je me dis ici, ça pourrait être intéressant de tester que le message d'erreur est bon. Et on va le faire que pour une seule de ces erreurs-là, c'est celle-ci. Donc, je vais sauvegarder l'erreur temporairement. Hop, errors égale ça. Ensuite, je m'attends à ce que la taille soit bien égale à 1. Et on va faire un this assert equal. Et on va réfléchir au message que l'on souhaite mettre. On va mettre le champ, suivi du nom du champ. Donc nous ici, c'est le champ slug. Doit contenir plus de 12 caractères. Et c'est lorsque je récupère l'erreur qui correspond au slug. Je reviens sur mon système, je fais un coup de vendor PHP unit, j'obtiens une erreur et il me dit length must be an instance of framework validation, non return. Au niveau de ce système-là, effectivement, j'ai oublié le cas où je n'ai pas d'erreur et dans ce cas-là, il faut que tu return this. Voilà, d'ailleurs, ce dernier return du coup ne sert à rien. Je réactualise, hop. Il n'arrive pas à tester l'égalité, donc je type int sous forme de chaîne de caractères au niveau de ma partie validation, hop. Et je vais avoir besoin d'écrire les règles qui correspondent à min length, max length et le reste. Donc je vais écrire ici min length et je reprends le code que j'avais écrit ici. Hop, doit contenir plus de x caractères. Là c'est le nom du champ et là je lui passerai par exemple le nombre de caractères. Ça serait %d pour le second paramètre. De la même manière, ici dans le cas d'un max length, ça sera une phrase qui dira moins de x caractères. Enfin, dans le cas d'un between length, on va lui dire le champ doit contenir entre %d et %d caractères. Pour que ça fonctionne, il faut que du coup, dans ma partie add error, j'accepte des paramètres supplémentaires. Donc je vais accepter un nouveau paramètre qui sera par défaut un tableau vide, que je passerai aux validation errors, qui sont en fait plutôt des attributs en fait. C'est des attributs concernant l'erreur. Voilà. Je documente ces nouveaux attributs et je vais les passer au validation error, qui du coup attend un troisième paramètre, qui est un tableau, qui par défaut sera lui aussi vide. Et ce tableau, je le passe tout en haut. Lorsque j'utilise le sprintf, j'ai ici la clé, c'est le seul attribut que je lui passe. Et je dois lui passer un tableau contenant la clé, puis en plus les paramètres. Alors là, je vais être un petit peu embêté. Je vais plutôt utiliser le call user_funcArray, histoire de pouvoir l'appeler avec un paramètre qui est plutôt un tableau. Donc, je vais l'appeler params. Ça sera un tableau contenant d'abord la clé. Et ensuite, je rajoute en plus les attributs. Donc je peux même faire hop, un coup de array_merge.
je lui passe le tableau contenant seulement la clé, et ensuite le tableau d'attributs, this attributes. Ensuite, j'utilise du coup un call user func_array. Je lui passe ensuite la fonction à appeler, sprintf, et les arguments. Les arguments, c'est beaucoup plus simple du coup. Ça sera d'abord le message. Ah, du coup, il faut que je sauvegarde aussi le message. Donc là, on va imaginer, en première clé, on aurait le this message qui correspond à la clé. Ensuite, je lui passe la clé, et ensuite, je lui passe les valeurs. Impeccable. Pourquoi il râle ici? Ici, ça doit être this_key. Et maintenant que j'ai enfin ce gros tableau, je peux le passer en paramètres. Donc ça devrait fonctionner correctement. Et histoire qu'il ne panique pas, je vais lui dire c'est bien une chaîne de caractères. Voilà. J'essaie de réexécuter ma fonction. Et il me dit, je m'attendais à voir le champ slug doit contenir plus de 12 caractères. Et on me dit, il n'est pas un slug valide. Si je regarde mon système, effectivement, là, c'est ici que je dois lui donner le nom de la règle. Vu que mon champ s'appelait slug, ça crée un bug entre guillemets super bizarre où il pensait que la règle c'était slug. Donc je refais un coup de colors et là ça passe au vert. Donc là vous voyez vraiment l'intérêt des tests unitaires, hein, parce que ce code là, quand on va le relire, on va essayer de comprendre. On voit qu'un moindre truc que l'on touche, ben, ça peut créer des bugs assez importants. Donc là avec les tests, on s'assure que ça fonctionne à toutes les étapes du projet. Et on a maintenant notre système permettant de vérifier nos informations. On va se créer la dernière règle qui nous permettra juste plus tard de mettre en place les datetime. Donc on va faire un public function test datetime. À cet endroit-là, je vais prendre les paramètres. Ça sera la date de création. Et la date, ça sera le 2012. Hop, on va prendre le 12 à 11h12 et 13. Ça, c'est un datetime valide. Si je fais un coup de this assert count, je m'attends à obtenir 0 erreur lorsque je fais un this make validator. Je lui passe les paramètres et ensuite je lui demande de vérifier que ça soit bien un datetime et j'obtiens les erreurs, get errors. De la même manière, si je lui envoie une date qui est légèrement différente, hop. Et si je lui envoie pas d'heures et minutes et secondes, il doit quand même considérer que c'est une date valide. Il mettrait minuit dans ce cas-là. Pourquoi pas. Donc on est pas mal. Et après on va gérer les cas où on a des erreurs. Donc on aura des erreurs si on met une date qui n'est tout simplement pas possible. Par exemple, le mois, ça serait le 21. Ou si on met une date qui a l'air possible mais qui n'existe pas. Par exemple, en février, le 29 février 2013. Je crois que j'avais regardé sur le calendrier, ça n'existe pas. Voilà, et on va mettre 11, 12, 13. Et ça doit renvoyer des erreurs dans les deux cas. Je refais un coup de PHP unit. J'ai une erreur. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément fait, mais il faudrait tester juste cette classe-là pour éviter de lancer trop de tests. Sinon, la pauvre base de données SQLite, elle galère un petit peu. Je vais maintenant créer ma méthode datetime. Alors, on peut se dire c'est super compliqué de valider une date, mais vous allez voir, on peut se reposer quand même sur PHP. Si je descends, hop, on va la créer après la partie slug. Public function datetime. Est-ce que je l'écris avec un T majuscule? Je pense que oui, me connaissant. Oui. Cette fonction prendra en paramètre une chaîne de caractères qui sera la clé que je souhaite valider. Et ça retournera self. Je return tout de suite this pour y penser ce coup-ci. Et ensuite, on va avoir besoin de valider les dates. Ce que l'on peut faire pour valider une date, c'est plutôt subtil, mais il faut se référer à la documentation. On peut utiliser la fonction datetime de PHP. Donc je prends la classe datetime et je vais lui dire créer une date à partir du format que je vais te donner. Le format c'est y-m-d h2.i2.s. Et ensuite, je passe en second paramètre la valeur, donc qui était la chaîne de caractères. Donc juste avant, je fais un this getValue et je récupère la valeur qui correspond à la clé. Et cette valeur, je la sauvegarde dans une variable. Donc dans mon datetime, je lui passe cette valeur-là. Ça renvoie une date si le format est correct. Sinon, ça renvoie une date, je crois, qui est au début du timestamp en disant qu'il y a une erreur. Pour obtenir l'erreur, on peut utiliser sur la classe datetime une méthode qui s'appelle getLastErrors, qui renvoie la dernière erreur. Et à partir de ça, on peut obtenir différentes informations. Alors, si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, je vais mettre un petit var dump et on va débugger ça. Je vois qu'au niveau de ce tableau-là,
j'ai deux clés qui sont importantes. J'ai le warning count et le error count. Alors au début, il me renvoie pas d'erreur. C'est la première date, elle est valide. Par contre ici, il me renvoie une erreur parce qu'il me dit data is missing. C'est quand il lui manque l'heure et les minutes et les secondes. Après, il me dit carrément que c'est la date qui est pas bonne. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le error count. S'il est supérieur à 0, c'est qu'on a un problème. Donc on va mettre une condition. If errors, on récupère le error underscore count. Si ça c'est supérieur à 0, dans ce cas-là, la date n'est pas valide. Et on fait un this add error et on rajoute pour la clé key une erreur concernant la date. On va l'appeler datetime et on mettra pas de propriété. D'ailleurs, je peux me dire, non, finalement, on va mettre une propriété. On mettra le format en paramètre. Et ce format, je peux me dire, ça peut être intéressant de le définir là-haut. Donc, on pourrait lui passer en second paramètre le type de format pour la date. Voilà, hop. Et c'est ce format-là que je vais utiliser. Et ça sera, du coup, une chaîne de caractères. Au niveau de mon validation error, je vais en profiter pour ajouter ça. Ça sera une erreur concernant le datetime. Le champ pourcentage doit être une date valide. Et je te passe le format entre parenthèses. Voilà. Et pour le coup, je n'ai pas forcément besoin de garder la date, comme ça. Je relance un coup de PHP unit et j'ai une petite erreur. Il me dit à la ligne 80, donc c'était la ligne qui correspondait à ce test, que ça devait être valide. Effectivement, du coup, quand j'ai pas les heures et minutes et secondes, il considère que c'est pas valide. À vous de voir si vous jugez ça valable ou pas. Finalement, je me dis que effectivement, on va être plus strict et il faudrait préciser les heures et minutes et secondes si on considère que c'est valide. Si je relance un coup de PHP unit, j'ai toujours une erreur, mais cette fois-ci à la ligne 82. Ça veut dire que cette date-là, ici, la considère comme valide. C'est bien l'erreur que j'ai à la ligne 82. Donc je vais rajouter une condition, voir qu'est-ce qu'il obtient ici. Donc je vais vers un date égale cette date-là. Et avant d'obtenir les erreurs, je vais faire un var dump de date. Je réactualise ma page. Enfin, je réactualise mon test. Ok, donc en fait, il considère que le 29, pour lui, c'est une date qui existe et il rajoute un jour et ça fait le 1. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et si on met un mois qui n'existe pas, genre le 13, quand même, il va me sortir une erreur. Donc pareil, il rajoute une année, il s'en fout. Et est-ce que ça nous donne des erreurs? Parce que là, ça m'étonne vraiment ce truc-là. Est-ce qu'on pourrait pas capturer dans la liste des erreurs un truc qui se serait mal passé, genre un warning ou ce genre de choses? Ouais, on a quand même un warning count qui nous dit la date parsée n'a pas été bonne. Mais on n'a pas d'erreur, c'est-à-dire que ça passe quand même. Donc on va mettre une condition sur les deux. Voilà, on veut vraiment qu'il n'y ait ni d'erreur, ni de warning. Donc là, ça sera un ou. Je remets ici ma date toute pétée, la première, qui était pétée mais pas trop. Voilà, j'essaie de recharger ma page et j'obtiens bien une erreur. Vous voyez l'intérêt des tests unitaires, hein, parce que c'est un comportement de PHP là, que je viens de découvrir avec vous, que j'aurais pas forcément capté de suite si je m'étais basé entièrement sur ça. Et on peut même ici rajouter une condition en disant ou date est égale à false. Si ce n'est pas un datetime, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je refais un coup de PHP unit et mes tests ici passent au vert. J'ai maintenant mon système capable de valider des datetimes. Je vous laisse le faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place un système pour valider des simples dates. Dans ce cas-là, vous allez vous créer une méthode date qui permettra de valider les choses. Mais là, on a mis en place notre système de validation. Ce qui nous reste à faire, c'est de l'utiliser au niveau de notre code. Donc dans notre système de blog admin action, juste avant de faire la partie insertion, donc c'est à cet endroit-là, on fait un petit coup de update, on va vérifier est-ce que les paramètres sont valides. Et c'est un petit peu la même chose que ce que l'on a besoin de faire aussi dans le create. Donc là, je vais créer le même code. Donc là, je m'imagine créer une méthode pour récupérer le validator. Donc ça fera un this get validator. Je vais devoir lui passer la requête en paramètres parce qu'il va avoir besoin de la requête pour générer les paramètres. Si ce validator a des erreurs, donc on va mettre un plutôt différent de empty validator get errors, où on pourrait se créer simplement une méthode au niveau du validator is valid. Comme on l'avait dit, ça va être un petit peu plus simple.
Si ce validateur est valide, dans ce cas-là, on fera la sauvegarde. S'il n'est pas valide, on générera des erreurs. Donc s'il est valide, je prends tout ça et je le mets à l'intérieur. Hop. Et je vais faire la même chose un petit peu plus en bas. Dans le cas contraire, je vais simplement créer une variable erreur qui va contenir les erreurs. Donc je vais mettre $errors égale validator errors, get errors. Ensuite, ça, je l'envoie à la vue grâce à cette propriété-là. Je fais la même chose au-dessus. Je lui envoie les erreurs si j'ai des erreurs. Maintenant, il me faut créer cette méthode getValidator. Je la crée en privé. Elle prend une instance de la requête et elle va générer les règles. Donc, je fais un return new validator. Je vais lui passer en paramètre les paramètres de ma requête. Donc, c'est request get parsed body. Et je vais appliquer dessus mes différentes règles. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, ça retourne une instance du validateur. Donc je vais lui dire que le champ content name et slug sont requis. Je vais lui donner une taille minimale pour ces différents champs. Donc pour le contenu, on va imaginer qu'il faut au moins 10 ou maximum 250 caractères, ou même pas de max du tout. Pour le titre, ça va être un peu la même chose. On veut au minimum entre 2 et 250 caractères. Pour le slug, on veut quelque chose de plutôt court, donc on va autoriser 50 caractères maximum et 2 minimum. Et de la même manière, le slug, lui, doit être un slug. Donc on mettra la règle slug pour mon slug. Et là, j'ai créé ma règle de validation. On mettra plus tard en place le datetime pour la date de création, mais pour l'instant, ça nous suffit. Lorsque l'on a les erreurs de validation, pour l'instant, je vais simplement les afficher au niveau de ma vue. Après, on mettra en place un message flash pour pouvoir dire il y a eu des erreurs de validation. Alors, au niveau de ma vue, on va prendre la vue directement au niveau du formulaire. J'ai envie de débugger des choses. Alors, si vous vous souvenez, j'avais essayé de faire un truc comme ça à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques tutoriels, j'avais voulu faire ça. En fait, c'est parce que sur Symfony, il y a cette méthode-là. Et du coup, j'ai pensé qu'elle était disponible. Mais en fait, elle est disponible dans une extension. Si vous cherchez twig/debug, vous avez cette extension-là, qui est une extension qui rajoute une fonction debug. Donc si vous en avez besoin pendant votre développement, ça peut être intéressant du coup de la garder. Donc je vais lui préciser que j'ai besoin de cette extension de debug-là. Donc au niveau de ma vue, je fais un dump de errors. Voilà, hop. J'essaie de réactualiser ma page au niveau de mon formulaire, ici, et il me dit dump, il ne le connaît pas. Donc d'abord, lorsque j'initialise mon Twig, donc dans mon Twig Renderer Factory, je crée une nouvelle instance de Twig Environment, et cette instance prend en second paramètre des options. Donc je vais lui préciser que par défaut, le debug sera à true. Donc je vais mettre un debug ici à true. Et juste après, je vais faire un Twig, add extension, et je vais rajouter un new debug extension. Donc il me sort une petite erreur parce que ça a été défini plusieurs fois, mais on s'en fiche. Si je reviens au niveau de mon navigateur, j'ai bien mon debug qui s'affiche correctement. Donc c'est important d'avoir les deux. Si vous laissez le debug à false, il me semble que ça ne suffit pas. Voilà, donc c'est important de mettre les deux. Si je reviens au niveau de ce système, j'essaie de soumettre un titre vide, un slug vide et un contenu vide. Lorsque je soumets les informations, on me dit il y a un problème, la méthode isValid, il ne la connaît pas. Donc au niveau de mon validator, effectivement je ne l'ai pas fait. Il faut que je crée la méthode. Donc c'était juste après la partie getErrors, ou même juste avant. On va créer une fonction public isValid qui retourne un booléen et qui va retourner true si le tableau n'est pas vide. Donc on fait simplement un return de empty this errors. Voilà, c'est on ne peut plus simple. Je réactualise ma page, je ressoumets les informations et on voit bien que j'ai mes différentes règles de validation qui ont échoué. Et au niveau de mon système, mon formulaire n'est pas posté. Par contre, même si j'ai une erreur, je vois que les champs reviennent à leur état initial. C'est parce qu'il utilise item pour renseigner les champs.
Donc une solution temporaire entre guillemets serait de se dire, ben, lorsque tu as des erreurs ici, tu prends item, qui est donc cet objet, et tu vas lui rajouter des paramètres. Donc par exemple, on va lui dire, le champ contenu, ça sera params de content. Et on fait pareil pour le name, et on fait pareil pour le slug. Hop. Et on ferait ça à la fois ici et au niveau de notre create, ce qui permettrait de reset les différents champs. Donc, sauf que j'ai mis, là c'était name, et là c'était slug. Et dans le cas du create, on n'a même pas à s'embêter, on peut directement lui dire item, maintenant ça sera ce tableau. Par contre, dans le cas du edit, il faut effectivement lui donner l'id. Donc soit vous faites ce que je viens de faire, soit vous vous dites, bon ben item maintenant ça sera égal à params, et histoire qu'il reconnaisse bien l'id, dans params, je donne l'id qui est égal à l'id de l'enregistrement. Si je réactualise ma page, ça permet de laisser les champs vides s'ils ont été laissés vides. Hop, comme ceci, je mets vide, je mets vide, je mets vide, je clique sur éditer, et on me sort une erreur à la ligne 94 de mon admin blog action. Effectivement, séance inversée. Voilà. Si je reviens sur ma page, cette fois-ci il laisse tout vide, mon formulaire se postera toujours à la même adresse et ça permet de préserver les différentes variables. Donc voilà comment on peut mettre en place un petit système de validation. Donc ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est de parler un petit peu de l'édition des formulaires et d'améliorer la compatibilité avec les erreurs. Ce que l'on aimerait bien faire, c'est que quand il y a une erreur qui a été commise, automatiquement le champ devienne rouge et on ait l'erreur en dessous. Du coup, on verra différentes approches pour solutionner ce genre de problème. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.